J'ai eu l'occasion de rencontrer Cédric par Franck Aurel, mon associé avec qui on travaille. Ça a été une belle rencontre. C'est quelqu'un qui vient pas du monde de la santé, il vous en parlera. Et c'est ça qui est encore une fois très intéressant. C'est souvent par des gens qui ne sont pas du milieu qu'on voit les meilleures innovations arriver. C'est la disruption arrive souvent de là. De la donnée de santé, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Et on commence d'ailleurs, même si on en a parlé quand même un petit peu avec Heider, à en parler plus concrètement avec Cédric Georgie, qui dirige l'entreprise Caduceo. À toi, Cédric. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc normalement mes slides sont partagés. Vous pouvez bien m'entendre. Je ne suis pas en retard et pourtant je suis toulousain. Donc nous on a cette petite habitude du petit quart d'heure, mais le télétravail fait qu'on va faire ça dans les temps. Merci pour l'invitation. J'aurais aimé être à Strasbourg, mais je suis ravi de pouvoir Avec tester ce plaisir genre aussi. de nouveau format. Je m'appelle Cédric Georgie et je suis directeur général adjoint de Caduceo. Et je vais vous parler des données de santé, qui est ce monde dans lequel je me suis plongé en rejoignant Caduceo. Alors voilà, un petit warning. Alors, quand vous êtes une société cotée, vous avez un warning qui est fourni par votre équipe légale. Moi, j'ai juste voulu mettre quelques précautions que je trouve importantes en ce moment, étant donné tout le monde s'exprime sur un peu tout en ce qui concerne le Covid. Donc moi, je vais assumer que je ne suis pas médecin, je ne suis même pas data scientist ni épidémiologiste. Euh, Par contre, j'ai passé les 3 derniers mois complètement plongé dans les différentes initiatives collectives, individuelles, au nom des sociétés. Je vous raconterai l'angle qu'on a pris chez Caduceo en mode pro bono sur les données de la Covid, j'y arrive toujours pas moi, mais du Covid-19, aux côtés de médecins, de data scientists, voilà, de différentes équipes. Et je veux vous raconter en fait ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Je n'ai pas de réponse absolue, mais des pistes, des signaux faibles. Et comme tu disais Sébastien, par contre, ça fait 15 ans que je gravite dans le secteur de la tech en étant différents niveaux, entrepreneur, intrapreneur. J'étais chez Sigfox, j'ai monté une startup dans l'économie du partage. Donc j'étais dans la donnée de l'IoT juste avant. Et là, chez Caduceo, on est des spécialistes de la donnée de santé dans le secteur hospitalier. Donc vous verrez, il y a ce biais-là aussi. Les données de santé, c'est très large. Donc il y aura ce prisme plutôt hospitalier. Quelques mots sur Caduceo pour que vous compreniez encore une fois d'où je vous donne cette lecture de ce qui s'est passé sur la Covid-19. Chez Caduceo, on est spécialisé sur voilà, visualisation, optimisation et prédiction des parcours de soins à l'hôpital principalement, quelques cliniques. Et donc on accompagne par des produits sur 4 briques principales. Donc la collecte des données, on en parlera, c'est un gros sujet. L'analyse, l'identification, ce qu'on appelle l'identification, c'est regarder quels sont les événements indésirables. Ça va être un abandon de parcours de soins, ça va être donc ça va être une réhospitalisation par exemple. Et ensuite toute une partie prédiction, donc où on a un peu d'IA qui va nous aider en fonction des thématiques. On est sur différents domaines d'application, on ne peut pas être sur tout. Donc sur l'aide médicale à la procréation, sur l'obésité, notamment la chirurgie bariatrique, différentes maladies respiratoires, l'oncologie, sur l'épidémiologie, on s'y est mis avec la Covid-19, et puis spécifiquement les prédictions, ce que je vous disais, sur soit voilà, les volumes d'arrivée aux urgences, on a un produit là-dessus, et les réadmissions. Rapidement, voilà, on est avec plus de 50 établissements clients ou partenaires. C'est pas le sujet, mais je pourrais parler de la relation entre les startups et les établissements de santé, que ce soit les CHU ou globalement et le public et le privé. Mais c'est pas le sujet. On est très content d'avoir depuis quelques années de nombreux partenaires, dont le CH RU de Strasbourg. Rapidement sur l'historique pour vous dire qu'en fait on est une vieille startup, c'est important déjà des fois pour notamment prendre la mesure de quels sont les changements qui ont lieu ou pas. Voilà. Alors moi j'ai rejoint récemment, mais Caduceo a plus de 5 ans désormais et pas mal d'historique. Je vais vous parler de 3 produits pour vous montrer aussi, puisque c'était en tout premier lieu ce qu'on a dit avec Sébastien, c'est vous parler de comment on peut utiliser la donnée de santé. Donc je vais vous donner 3 exemples. Prédiction des urgences, hein, donc c'est un produit sur lequel on travaille, on a une première brique et on a de la R&D sur la suite. Ici, il s'agit, comme vous pouvez le deviner,
de prendre des données de passage aux urgences et on prend l'historique, on prend des données actuelles, environnementales, sociales et on donne des indicateurs aux équipes pour les aider à mieux prévoir soit leur staffing, soit aussi les moments donnés où ils peuvent être hôpital en tension, ce qui veut dire qu'ils ont trop d'arrivées aux urgences. Et on fait ça uniquement à partir de données de santé, mais qui ne sont pas des données médicales de patients. Donc on est sur d'autres types de données que je vais vous raconter par la suite. Donc on est sur le PMSI principalement. Un autre produit, c'est sur, donc là on est plus sur le parcours de soins, donc sur l'AMP. Et ici, donc pour les plus techniques d'entre vous, il s'agit de regarder des séries temporelles et on prend la suite d'événements associés à un patient, toujours le PMSI, ce qui veut dire qu'on n'a pas le compte rendu de l'acte. Par contre, on a l'acte. On a ce code qui définit un acte. Et en fait, quand vous prenez tous les actes mis de bout en bout, vous arrivez à reconstruire un parcours patient. Et de cette reconstruction-là, le service, en fait, peut en sortir de grandes valeurs, d'optimisation de son parcours, d'identification de zones ou de moments à retravailler, de regroupement d'actes, par exemple. Mais là où c'est le plus étonnant aussi, c'est ne serait-ce qu'une connaissance de ce parcours-là. On est étonné très souvent de se rendre compte à quel point les équipes administratives mais médicales n'ont pas forcément la vue de ce qui se passe dans leur service. Ils n'ont pas forcément ces outils. Et les données permettent de faire ces parcours. Et ensuite, on travaille sur vraiment l'identification, comme je vous le disais, d'abandon, par exemple, sur le parcours de soins en AMP, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une patiente, et les patients en général, parce que les patientes sont accompagnées évidemment du futur père, de voir quels sont les éléments qui amènent à cet abandon et accompagner l'équipe jusqu'à de la prédiction, notamment sur la prédiction de temps de parcours. Je vais rentrer maintenant dans le sujet Covid pour vous parler de ce qu'on a fait à partir de données pour aider les hôpitaux sur le ou la Covid. Vous voyez, j'ai toujours pas pris le pli. Donc l'historique quand même, comme beaucoup, quand vous êtes au contact, toujours au contact des équipes dans les établissements de soins, voilà, ils étaient en première ligne. On ne pouvait pas, nous, alors qu'on est à leur côté et que tout s'est arrêté, puisque évidemment tous les sujets ont été mis en pause, ne rien faire. Donc on a regardé ce qu'on pouvait faire à partir des données qu'on maîtrise, et donc les données plutôt des médico-éco et les données PMSI. Et donc on a construit un dashboard qui permet de voir globalement 4 choses. On leur a fait de la prédiction de flux de patients en Covid. Alors, très modeste, qu'on soit très clair. On pourra parler de pourquoi l'IA n'a pas aidé tant que ça sur la Covid, mais il faut bien se rendre compte qu'un modèle de prédiction est basé sur un historique. On n'avait pas d'historique sur la Covid. Donc, ce qu'on a réussi à faire par contre, c'est sur l'historique de l'établissement et associé à des données d'un établissement du Grand Est, on a pu justement en fait, créer cette courbe d'évolution de la Covid et de faire bénéficier de l'expérience en fait, historique de cet établissement du Grand Est pour prédire à 3-4 jours le nombre d'entrées de patients Covid+, dans les établissements, donc une douzaine au total, avec qui on a travaillé en pro bono, évidemment, sachant que c'est un produit qui ne sera jamais vendu, donc évidemment, ça nous aide dans la relation avec les établissements, mais il s'agit bien de participer à l'effort commun là-dessus. Et ça a servi sur certains établissements à comprendre évidemment ce qui se passait pour eux, mais surtout à anticiper l'ouverture ou non du F, donc de nouvelles unités de soins pour traiter la Covid et décider si il fallait changer, ouvrir une unité, donc changer évidemment l'organisation de l'hôpital et le faire au plus près du moment où c'est le plus nécessaire, le faire ni trop tôt ni trop tard. Et ensuite, on a fait 3 autres choses, une cartographie des origines des patients, je vais vous montrer ça juste après. Et puis après de l'analyse pour les aider à comprendre quels sont les patients Covid, donc des profils et des parcours. Donc ça ressemble à ça et c'est quelque chose qui est permis par les données de santé.
Donc, vous voyez le parcours, quelques indicateurs, différentes catégories. Voilà, c'est un dashboard comme vous pouvez connaître, mais vraiment spécifique Covid, fait en un mois. Il y avait aussi cette notion de carto qu'on a revue pas mal par la suite pour arriver à identifier l'origine du patient, à la fois en Covid positif et Covid négatif. Ce qui a été intéressant ici, c'est que la carte a été utilisée en relation avec avec d'autres établissements, avec l'ARS et avec le préfet, pour orienter pendant la période de confinement les vérifications d'autorisation de sortie, puisque ça permettait d'identifier quelques clusters de patients, avec évidemment tout le lag, tout le décalage, puisqu'il fallait le temps que ces patients arrivent à l'hôpital, mais quand même ça les a aidés à orienter en fait les forces et les tests. Je vous parle de ça beaucoup. On a fait un article pour partager ce qu'on a appris. Globalement, la complexité, même si donc on était sur un produit gratuit pour aider, et on a un historique, je vous l'ai dit, avec une 50aine d'hôpitaux, l'apprentissage premier, c'est l'accès et la qualité des données qui a été l'enjeu principal de ce projet pour nous. Quelques points, donc l'épidémie nouvelle, donc pas forcément les codes associés, pas forcément c'est arrivé par la suite, mais au tout début, en fait, c'était même pas très clair comment l'information Covid allait remonter dans le PMSI. Donc vous imaginez, pour avoir des bases fournies par les hôpitaux, la complexité, des données temps réel, donc il fallait du temps, que ce soit du temps des DIM dans certains établissements ou des temps des équipes administratives. Donc, ça a été le vrai enjeu à l'hôpital, comment s'organiser pour mettre à disposition ces données. Et pour nous, ensuite, vu que c'était pas encore normalisé, on a pris des datasets extrêmement diversifiés. Et c'est aussi ça la réalité des données de santé. Et c'est un des messages que je vais vous faire passer, c'est que vous parlerez d'initiatives plus nationales et globales. Et à un moment donné, il y a la réalité un établissement, et je ne vous parle pas de la PHP, j'en parlerai un peu par la suite, qui est une exception, même les gros comme CHU Toulouse, Strasbourg ou d'autres, mais pour les plus petits, en respectant, on parle de 200, 300, 400, 500 lits, mais là, on commence à être sur des moyens, mais c'est une vraie complexité de s'organiser sur les données, et j'ai un point là-dessus. Donc, c'était ma partie cas du CO pour vous donner un peu de retour d'expérience de ce qu'on a fait chez nous. Les données de santé, c'est un énorme sujet. Quand j'ai proposé ce sujet à Sébastien, en fait, j'étais très ambitieux et un peu trop, je pense. Donc, je pense pas que ce soit possible de faire une présentation exhaustive sur les données de santé, tellement il y a des diversités de données de santé. Donc, tout ça que je vais vous parler beaucoup du PMSI et données associées. Évidemment, je vous invite à regarder tout pour ceux qui ne connaissent pas, mais le SNDS, système national, mais c'est une façon d'avoir des données de santé, mais il n'y a pas que là. En données de santé, encore une fois, vous montrerez, on peut les avoir de plein de façons différentes et pas forcément sur des systèmes centralisés. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est donc dans le SNDS, il y a trois choses principales: le PMSI, donc sur l'hôpital, le SNIRAM sur les soins et les médicaments, et CPIDC sur les décès. Donc on s'intéresse beaucoup au PMSI je vous invite à regarder la TIH qui s'occupe de faire la remontée de ces données du PMSI en national. Les données, en fonction d'où vous les prenez, ce qui peut paraître paradoxal, ne seront pas les mêmes. Quand vous travaillez à la source avec les hôpitaux, avec les données du PMSI, déjà vous les avez plus rapidement que ce qui arrive ensuite, même si je vous montrerai qu'il y a eu des décisions pour accélérer, et c'est là où il y a cette idée d'avant-après de la Covid-19, qui est le titre de cette présentation, de ce que je voulais vous partager, c'est est-ce que on pourra bénéficier de certaines choses, de certains mouvements qui ont émergé pendant cette crise, et pas sur la totalité, mais sur une partie, j'en suis convaincu, et nous en sommes convaincus. D'ailleurs, pas seul, je vous parlais d'un collectif par la suite. Je reprends justement une slide de Stéphane Canu, qu'on a fait intervenir sur un événement collectif Codata, je vous en parle juste après, mais sur lequel Caduceau est impliqué, et moi en particulier, pour montrer justement cette idée que des données et des besoins, il y en a à tous les étages, sur la partie épidémio, sur la partie santé, au niveau
du patient, au niveau de la pharma, sur la molécule, au niveau de l'hôpital. Il y a vraiment un périmètre très large. Il y a les données qui existent, qui sont historiques, et puis il y a les données qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore centralisées. Et c'était une surprise pour moi dans cette phase-là, plongée dans toutes ces données, de découvrir qu'en fait, par exemple, la disponibilité des lits n'est pas quelque chose qui est déjà organisé et structuré, alors que on pourrait dire que c'est d'une certaine façon le BABA, mais non. Et j'écoutais encore Mathias Vargon, que certains connaissent peut-être, qui est pas mal dans les médias, qui a expliqué que non, aux urgences, ils ne connaissent pas les lits disponibles et doivent y aller à pied pour ça. Donc, l'occasion aussi de mettre en lumière une initiative qui est née du Hacking Health spécial Covid. Donc, cette plateforme Innomed 360 qui permet de récupérer les lits disponibles. Donc, c'est une nouvelle donnée de santé. Enfin, elle existe sur format papier, mais il s'agit ici non seulement de faciliter la collecte de cette donnée et aussi le partage de façon globale. Donc, une initiative intéressante qui, j'espère, en est typique dans le nez du Covid. Est-ce que ça restera et ça structurera par la suite? C'est une question. Sur les données santé, forcément, je vais vous parler du Health Data Hub. Health Data Hub qui est c'est un GIP, si je dis pas de bêtises, donc un groupement d'intérêt public, qui a pour but de mettre à disposition une plateforme d'accès aux données pour faciliter la recherche et l'intérêt commun. Donc, si vous vous intéressez, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, une initiative portée par Stéphanie Combe, qui a été accélérée clairement par la Covid-19, je vous en parle par la suite, et qui va permettre je reprends une de ces slides de présentation, donc faciliter les accès aux données du catalogue et surtout le chaînage, c'est-à-dire qu'ici, sur les Data Hub, vous n'allez pas faire un export, vous allez faire une demande et ensuite pouvoir travailler sur des données sur la plateforme du Health Data Hub et avec le fait que les chaînages, qui est un gros sujet pour tous ceux qui sont dans la data science, chaîner les différents datasets puisse être fait directement par le Health Data Hub. Là, on est clairement dans l'avant-après. Donc, je vous ai mis ce screenshot de l'arrêté du 21 avril qui complète le premier arrêté sur les mesures d'organisation et fonctionnement du système de santé, qui a accéléré clairement et qui a légiféré la collecte de données par le Health Data Hub de différentes sources, pour ensuite pouvoir faire de la recherche et pouvoir faciliter la gestion de crise. Donc, vous voyez, alors c'est tout petit, mais vous avez les données du système de pharmacie, la prise en charge des villes, des données des urgences, des données des appels. Enfin, c'est très varié et ce décret permet en fait de légiférer la remontée des données, sinon c'était pas facile aussi rapidement. Un point qui est arrivé sur cette exploration, je vous l'ai un peu dit, c'est le fait que les hôpitaux ne sont pas forcément organisés pour leur sujet de données. Et il faut savoir que les données, elles sont pas n'importe où, elles sont dans les bases de données des outils, des logiciels qui servent au fonctionnement de l'hôpital. Mais ces outils, ces logiciels ont un certain âge ou pas, selon ce que l'hôpital décide de prendre, mais surtout ne sont pas interconnectés. On n'est pas dans ce qu'on peut connaître quand on vient de l'industrie du web, donc des protocoles ouverts, ou même pas forcément ouverts, mais en tout cas des API et des web services. Donc il y a un sujet qui existe d'avant la Covid, mais qui va, j'en suis convaincu, clairement être accéléré. C'est le sujet des entrepôts de données de santé. Et je mets ici en référence aussi une startup qui a un historique avec le Hacking Health Camp, qui est Arcane, qui est une solution d'entrepôt de données santé pour les. Alors j'ai pris une slide qui parle spécifiquement du côté technique, mais l'entrepôt de données, c'est en fait le but, c'est de faciliter le lien entre les différentes bases de l'hôpital pour les exposer vers l'extérieur, que ce soit sur des projets de recherche ou d'autres types de projets. Je vous ai parlé du sujet Covid chez Caduceo. Il faut bien se rendre compte que les datasets qu'on reçoit sont des exports en Excel, CSV.
compilé tant bien que mal. Et il y a le gros du travail chez nous, ça a été la partie nettoyage des données et mise en forme des datasets. Hein. On dit, mais c'est la réalité, j'ai l'impression encore plus dans la santé, 80% du travail, c'est le nettoyage et la mise en forme des données. Alors vous avez des hôpitaux qui regardent sur Arcane et tout, ou d'autres. Hein. On peut citer aussi Dr Warehouse. Et puis après il y a des exceptions comme la PHP qui a un entrepôt bien historique et qui donc a profité, profiter, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas a accéléré son usage de l'entrepôt pendant cette crise du Covid. Et il y aura clairement un avant-après aussi. Donc un article ici sur TIC Pharma qui explique comment la PHP s'est appuyée sur l'entrepôt de données de santé. Et puis qui a aussi fait appel, puisque c'est aussi l'intérêt, c'est vous pouvez plus facilement faire appel à des extérieurs. Donc là, il y a tout un ensemble de bénévoles, au total 120 personnes, je crois qu'ils sont multipliés par 4 les équipes qui ont travaillé sur les données à la PHP. Voilà pour cette entrée en matière. Je voulais faire un focus sur l'open data, évidemment, des données de santé et ce qui s'est passé, puisqu'il s'est passé quelque chose d'assez hyper intéressant. Beaucoup l'ont suivi. C'est le collectif Data Against Covid qui s'est créé et qui a joué un rôle majeur dans la collecte des données. Alors, il y a les données qui sont remontées par Santé publique France, mais les données ARS n'étaient pas structurées. Donc, ce collectif, alors je vous invite à regarder Data Against Covid. Ça a débouché sur de nombreuses initiatives, et c'était en lien d'ailleurs avec Hacking Health Covid. À structurer les données, et des fois de façon très manuelle, hein, c'est-à-dire au début de la crise, il s'agissait d'aller récupérer les données ou d'écouter ce que disait le professeur Salomon pour remplir les datasets manuellement, et notamment sur les ARS en région, les datasets étaient comme ça très bricolés, mais grâce à eux, ça a aidé à suivre cette épidémie. Quand on regardera l'historique, hein, la communication à base de données et de dashboard, enfin maintenant on y est habitué quand on regarde notre ministre de la Santé, mais j'ai jamais vécu ça, d'écouter des cours basés sur des données. Si vous écoutez encore hier, voilà, c'est assez intéressant de voir ce qui se passera aussi là-dedans. Et donc voilà, et donc cette collecte de données, je me retrouve et je regarde le timing, je suis à 21 minutes, donc je suis pas mal. Ça a donné sur ce dashboard que vous connaissez, mais qui est né du collectif open source de Data Against Covid. Ils l'ont fait et ensuite le gouvernement est venu leur demander la possibilité de le reprendre pour le mettre sur le site officiel. C'est pas anodin comme initiative, comme mouvement. Et puis vous montrez quand même qu'il y aura clairement un avant-après, puisque Santé publique France n'avait pas d'existence sur le site data.gouv.fr avant le 18 mars 2020. Ça montre bien à quel point il y aura des changements là-dessus. Sur ce panorama, il y a évidemment sur l'open data et sur les données de recherche, l'initiative sur Kaggle, sur un challenge AI pour faire avancer la recherche. C'est un exemple, il existe de nombreux, mais de dire comment la recherche se met au service du collectif. Et évidemment, il faut accéder à des données et c'est des problématiques. Un petit focus DataVis, je voulais laisser entendre dans mes messages précédents, on se demande s'il n'y a pas toute une partie de la population qui est devenue experte non seulement en épidémio, mais aussi en data visualisation, et chacun y allait de la réutilisation de son graphique et de son analyse, quel que soit l'historique de la personne, voilà, et ne pas comprendre les biais associés à la data vis. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples et florilèges là qui a été fait, ça s'appelle un zoo des datavis du Covid-19. C'est un collectif un peu de Pro Toulouse, voilà, Toulouse Datavis là, qui faisait encore hier un meet-up online là-dessus pour analyser les types de datavis.
On a vu aussi qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde comprenne des concepts que les data scientists et on va dire les professionnels utilisent en permanence, qui est cette échelle logarithmique, par exemple, qui a été présentée, qui a été détournée et qui est très intéressant dans certains cas, mais dans d'autres, ne laisse pas passer les bons messages, notamment auprès du grand public, ou encore le fait que pendant encore longtemps, on comparait le nombre de cas sans s'intéresser au fait que le cas est biaisé par enfin, le nombre de cas est biaisé par le nombre de tests. Donc, si vous regardez les courbes du nombre de cas, vous avez pas, tout dépend de la stratégie de test. Et donc, comparer les pays n'était pas forcément un bon élément. Donc, voilà. Et puis après, bon, des data vis de trop, pas forcément de trop quand vous y intéressez vraiment, même si j'ai toujours pas compris, en fait, même si DataVis hier Toulouse essaie d'expliquer un peu spécifiquement là-dessus comment ça revenait en arrière, puisqu'en fait, l'axe est principal et c'est comme ça que vous avez une courbe qui revient. Et puis, du coup, ce besoin de faire de la curation, et je vous mets un pointeur vers Capcode qui a fait ce épilogue, voilà, qui est une façon de mettre en histoire, en fait, et de faire de la curation donc sur les meilleures données que je vous invite à regarder. Pour un peu finir, quelques réflexions de plus, encore une fois, sur des signaux que j'ai vus, que je trouve intéressants. Premier, c'est partage de données, c'est un sujet. On parle de données de santé, hein, donc j'y reviens juste après. Évidemment que la sécurité de données, vérifier qui a accès, quel est l'usage qui en est fait, est important. Mais on a vu aussi à quel point pour faciliter la recherche et l'aide aux soignants, à quel point l'accès à la donnée était critique. Donc, cette dualité est prépondérante. Ici, c'est la plateforme de DAWEX, qui est une plateforme d'échange de données, donc a lancé une initiative pour faciliter l'échange de données associées au Covid-19. L'accès aux données, c'est aussi pour ça qu'il y a eu le décret dont je vous parlais tout à l'heure. Cette étude, vous avez peut-être entendu parler, c'est une étude qui a regardé sur la base de 17 millions de dossiers patients au UK. Je ne regarde pas l'intérieur, en plus c'est un préprint. Voilà, il y a aussi cette notion, on aurait pu en parler, de la compréhension entre un préprint ou un article publié, et aussi les biais. On voit bien là ce qui se passe autour de l'article du The Lancet, sans rentrer dans le détail de ce débat-là, parce que ce ne sera pas sinon en 5 minutes que je vais pouvoir finir ma présentation, mais on voit bien à quel point c'est compliqué, même pour les chercheurs, de se faire un avis sur des articles scientifiques. En tout cas, sur celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu avoir accès à 17 millions de dossiers patients pour faire une étude de façon anonymisée. On n'a pas forcément accès à autant de dossiers en France. Justement parce que c'est contrôlé et c'est encadré, mais la question se pose de comment faire pour avoir des études d'une telle ampleur, pour arriver à comprendre des phénomènes de pandémie comme ce qu'on a vécu avec le Covid. La CNIL s'est mobilisée justement sur ces sujets de bien compris qu'il y a besoin de partager de la donnée, mais il y a besoin de quand même respecter la donnée de santé, la sécurité associée à ces données. Donc, ils sont accélérés, ils sont mobilisés notamment pour accélérer les accords sur des demandes, que ce soit sur les data ou d'autres. Et tout ce qui est fait par beaucoup, il y a cette dualité de comment je facilite l'accès à des données, mais en même temps, je respecte la sécurité et l'éthique des données. Pour finir là en 3 minutes, et peut-être qu'on vers un peu plus, parce que je voulais vous parler écosystème startup d'ailleurs. Donc, si je dois faire un pari sur deux choses, ce qui va changer, c'est clairement l'intérêt pour la donnée de santé et les produits et services qu'elle génère. Il y aura un avant-après, donc là on le voit, des hôpitaux qui ont pris goût à certaines dashboards, à un travail basé sur la donnée de façon globale. Enfin, voilà, je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai dit. Il y aura pas un bouleversement, mais ça va clairement accélérer. Vous avez certainement vu qu'est-ce qui a fait accélérer la transformation digitale des entreprises, parce que c'est le CEO, le CTO ou le Covid-19. Bon, mais Covid-19,
sur la culture des données de santé, je pense que il y aura un avant-après. Par contre, sur la complexité de récupérer, structurer, partager les données de santé, en tout cas sur l'hôpital, ça ne sera pas aussi immédiat, ça va mettre du temps à se structurer. On participe à Collectif Codata, on en parlera spécifiquement demain dans le cadre d'une interview avec Arnaud de Sadji qui est avec moi sur ce collectif qui est né justement, donc là c'est l'avant-après, hein, qui est né pendant la crise pour dire comment on utilise la donnée pour le bien commun. Donc c'est cette association portée par des entreprises spécialistes de la donnée qui est née pendant la crise du Covid-19. Je vais finir sur quelques messages sur les startups. Clairement, voilà, ce que je vous disais l'avant-après et même globalement sur la health tech, c'est une opportunité pour les startups. C'est un moment extrêmement intéressant. Ceux qui ont pris un peu d'avance ou ceux qui se lancent là aujourd'hui dans un hackathon, il y a pléthore d'opportunités. Ça sera dur pour moi de tous vous les dire là, évidemment. Sur les AI, certains pensent que ça va accélérer la recherche et l'accès à la donnée, l'accès à du processing, ne serait-ce que l'intérêt globalement de la health tech appliquée à la data. Pardon, de l'IA appliquée à la health tech. Je suis allé trop vite parce que j'étais sur la slide d'après. Et spécifiquement sur la data health tech, c'est les signaux de tout le cercle d'investisseurs que je peux avoir autour de moi, c'est que les investisseurs vont continuer à investir dans la health tech, dans toutes les thématiques. C'est une qu'ils gardent. Il y a des changements d'usage, pas que la télémédecine, il y a des changements au niveau des professionnels, au niveau des patients. Donc là-dessus, c'est effectivement un signal faible hyper intéressant. Les accès à la donnée, vous en avez parlé. Est-ce que les institutions publiques seront plus startup friendly? Alors là, j'aimerais vous dire que oui. Pour l'instant, j'ai l'impression de vivre ce que j'ai vécu moi au début de la French Tech en 2013 entre les corporates et les startups. C'est-à-dire que c'est encore c'est balbutiant hein, cette relation et de comprendre comment les établissements publics ou la CNAM ou qui vous voulez, mais plutôt côté public, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner à travailler avec des startups et pas juste, attention, pas juste faire des POC. Hein, il s'agit de vraiment travailler et acheter des solutions issues de startups. Donc là, voilà. On est dans France Digital aussi et moi je portais les messages autour de la commande publique, autour de l'accès à la donnée. Donc là, c'est pas gagné encore malheureusement. Et la consolidation de l'écosystème et comment on travaille peut-être il y a déjà il y a un écosystème autour de Hacking Health Camp. On est en train de créer des choses autour de Codata. Il y a d'autres, je voyais à l'instant même, je vais le nommer Guillaume qui avait monté un collectif autour de la e-santé. Donc il y a une opportunité de consolider quelque chose. Et voilà, on sera ravis d'en faire partie, et moi à titre personnel. Je suis pas trop mal sur mon timing de 31 minutes au final. J'espère vous avoir apporté quelques éclairages et en tout cas à votre disposition si besoin d'échanger sur ces différentes thématiques Caduceo, Codata, les données de santé en général. Merci beaucoup Cédric pour cette belle présentation. Alors oui, vous pouvez échanger, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais sur Slack, Cédric est connecté par exemple. Donc si vous avez d'autres questions que celles qui vont être posées là, vous pourrez continuer à échanger avec lui sur Slack. Ça reste une personne connectée, donc je pense qu'il répondra s'il a le temps, parce qu'il est bien chargé en ce moment. Quelques questions quand même venues de nos participants. Moi j'en avais une première, c'était vraiment, toi qui viens pas du monde de la santé, le biais qu'on voit beaucoup, hein, c'est qui paye dans la santé. Il y avait de gros problèmes de modèle économique. Ça attire pas beaucoup les investisseurs. Je me rappelle qu'au tout début de Hacking Health Camp, on avait collaboré avec The Family parce qu'ils étaient lancés dans la santé. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune start-up santé chez The Family. Alors, pour l'information, The Family, c'est un accélérateur français, un accélérateur de start-up qui est aujourd'hui maintenant européen et qui est quand même de belles startups dans son portefeuille. Et c'était vraiment très compliqué d'arriver à aller vite sur ce marché. Toi qui viens d'un marché, d'autres marchés, comment tu vois cette difficulté d'accès justement effectivement à la commande publique, mais pas que, comment on gagne de l'argent et comment tu penses d'ailleurs améliorer le business de Caduceo?
comment c'est difficile pour les start-upers aujourd'hui d'accéder à ce marché? Alors, c'est pas une question simple. La difficulté, elle est toujours là. Une des pistes, c'est d'arriver en fait, à optimiser le travail et les ressources. C'est-à-dire que si vous faites gagner de l'argent à votre client, même si c'est un établissement public, il y a une monétisation qui est possible. Donc, ça, c'est une première piste. Pardon ? C'est la base, ouais. Ouais, alors, non, parce que des fois, vous rajoutez, en fait, vous faites que votre client, vous lui rajoutez une nouvelle offre. Là, c'est vraiment optimisé. Et j'en parle de ça parce que spécifiquement à l'hôpital, c'est une structure qui a besoin, on parle sur les lits par exemple, il y a besoin d'optimisation. Donc après, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous acheter la solution de suite. Mais faire gagner de l'argent à votre client, c'est toujours une bonne stratégie, plutôt que d'essayer de le faire dépenser en plus. Ensuite, il y a la question, le lien avec les pharma, elle est compliquée, je ne vous le cache pas, de faire financer des produits par l'industrie pharmaceutique, parce que le lien entre le public et le privé est existant, mais pas simple. Je découvre un peu ça. Alors, je n'ai pas totalement tout compris, moi, mais c'est un peu je t'aime moi non plus, des fois, selon à qui vous parlez. Et ensuite, vous avez des startups dans la santé qui visent des usagers et qui comprennent qu'il y a besoin de compléter. Je pense à une startup dans laquelle j'ai investi, c'est pas connu encore, je vais le dire là, ça s'appelle Biloba. C'est une appli pour en fait faire du chat médical pour les parents, pour aider les parents qui ont une question, et qui veulent pas envoyer chez leur pédiatre, etc. Il y a un modèle payant. Et a priori, ça démarre bien. Donc, c'est possible de faire payer les gens, particulier. Le particulier, voilà. C'est vrai qu'il y a un marché aussi de ce côté-là qui a exploité, tout à fait. Alors, il y a bien sûr une question du public sur quel est ton avis sur l'application Stop Covid. Je disais, fameux, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué aussi ce rapport aux données, cette culture, tu parlais de la culture de la donnée, mais cette culture de la donnée du grand public par rapport à la donnée de santé, cette peur qu'on nous la vole, ce problème de confiance avec les assureurs, etc. Cette confiance dont on a besoin d'avoir dans les acteurs qui vont la manipuler. Comment tu vois ça ? Alors moi je suis pro appli Stop Covid. Pour une raison très simple, c'est que je pense qu'on ne peut pas se faire il faut tester et de tout ce que j'ai vu des personnes qui s'en occupent et de comment c'est mis en place, c'est pas parfait, mais c'est une brique en plus de toutes les initiatives pour aider à gérer sur le déconfinement. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus les spécialistes qui ont peur sur la donnée Stop Covid que sur c'est plus une histoire de communication qu'une histoire d'appli en tant que tel. Oui, dire que c'est la base de données la plus sécurisée, le ministre a dit ça, je ne sais pas si c'est le genre de choses qu'il faut dire, tant que ça n'a pas été testé, éprouvé. Alors, il faut du bug bounty, donc c'est très bien. Je trouve que je ne sais pas si ça a déjà été fait par le gouvernement, donc ça montre aussi à quel point ça bouge. Après, sur les données, c'est comme dans le secteur médical. Vous avez le grand public qui veut pas partager ses données de santé, mais qui partage en public sur les réseaux sociaux énormément plus de choses. Donc il ne faut pas les donner à des acteurs français. Par contre, on peut les donner à des plateformes américaines qui, derrière, mettront les bonnes analyses là-dessus. Donc, oui, je trouve que voilà. Et les médecins sont pareils. Pardon, mais on doit montrer patte blanche pour accéder à des données. Et vous avez certains praticiens qui vont partager sur WhatsApp ou juste même par Gmail ou je ne sais quoi, des données de santé de leurs patients. Donc, il faut être cohérent à un moment donné. Et puis sur les données de santé, moi, mon point de vue qui n'engage que moi, c'est que le social engineering de l'hôpital est bien plus efficace pour aller piquer des données. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le social engineering, c'est de vous faire passer pour quelqu'un de l'hôpital et vous faites 3 appels. Vous faites 3 appels de préparation, vous récupérez des données de l'hôpital, de son fonctionnement. Vous faites le 4e pour vous faire passer pour quelqu'un de l'hôpital grâce aux données que vous avez eues chez les 3 premiers appels. Et c'est comme ça que vous avez les données de un cas sur 2 de patients. Enfin non. Voilà. Voilà comment je réagis quand on parle de ce sujet-là. Mais on pourra en parler longtemps.
Justement, je reviens sur cette question qui est l'accès aux données. Quel conseil tu donnerais justement à ces les jeunes startups là, qui veulent attaquer le marché, qui veulent collaborer avec les hôpitaux? Il y a un moment donné, voilà, vous êtes un petit jeune startup, là, vous n'allez pas rentrer dans la base de données de l'hôpital comme ça. Chez Caduceo, vous le faites. Là, tu as parlé beaucoup des données de santé publique, donc ça, on se connecte sur les sites et puis on la récupère. Mais finalement, il y en a quand même pas mal de données auxquelles on aimerait accéder, qui est la donnée du patient, et pouvoir rendre un service au patient. Et cette fois, on ne parle pas de données anonymisées, mais on parle de traitement de données pour rendre un service au patient. C'est compliqué, ça, comment on collabore avec des acteurs, et vous, Caduceo, vous le faites. Donc, comment ça se passe pour on a eu cette chance-là, liée à l'historique, d'avoir des points d'entrée dans des établissements, et on a eu vite un qui nous a fait confiance. Donc, alors ça, c'est classique de la startup en B2B ou en B2G, donc gouvernement, c'est d'arriver à explorer pour avoir un premier interlocuteur qui va vous aider, qui est intéressé par travailler avec vous et surtout, vous, en tant que startup, va vous faire apprendre la réalité et va vous donner du feedback. Donc, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec le CHIC, donc le centre hospitalier intercommunal de Créteil, historiquement, et qui nous a donné nos chances, en fait, il y a plusieurs années pour commencer. Je sais que Montpellier, Bordeaux, et puis même Strasbourg, sont aussi des établissements qui ont commencé cette logique d'ouverture pour dire comment l'innovation venait d'ailleurs, ou même comment faire porter des problèmes qu'ils peuvent avoir exprimés, mais sur lesquels ils n'ont pas encore des solutions, et les faire porter par des équipes. Donc c'est ça. Et cette confiance-là, ensuite, permet d'accéder aux données. Après, sur des données de patients, vous pouvez être sur du pseudonymisé. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dossier médical complet. Mais là, la pseudonymisée, c'est intéressant. Mais là, effectivement, je te rejoins, les hôpitaux ne sont pas encore tout à fait prêts à manipuler leurs données, à les mettre à disposition, à les gérer. Il y a tout un travail. On en reparlera avec Arnaud demain, d'ailleurs, puisque Arnaud, on s'était rencontrés sur ces sujets-là, à comment aider les hôpitaux à mieux administrer leurs données pour pouvoir créer des services autour de ça. Et d'ailleurs, on peut faire de l'argent, c'est-à-dire que c'est vrai que je dis souvent aux hôpitaux qu'il y a moyen qu'ils gagnent de l'argent avec les données qu'ils ont, et l'idée c'est pas de vendre les données, l'idée c'est de utiliser intelligemment leurs données pour rendre des services à des personnes qui voudraient en tirer de l'information tout en respectant le consentement des patients. Il y a un vrai sujet autour de ça, et je pense que Stéphanie Combe avec Health Data Hub, c'est aussi l'objectif d'arriver à ce que justement la recherche puisse collaborer. Bon, là il y a un gros chantier, on en reparlera je pense encore pendant 3-4 ans comme tu disais, au sein de Hacking Health Camp et puis de l'ensemble des communautés qui sont en train de se créer autour de la data. Merci beaucoup Cédric pour ton intervention.